Bonjour Laetitia Cross, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci, bonjour également. Bon alors Laetitia, on se connaît depuis très très longtemps quand même, donc on va se tutoyer pour pour ce podcast. Avant de commencer sur le sujet, j'aimerais que tu puisses te présenter à nos auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, je suis Laetitia Cross, comme tu as pu le dire. On se connaît parce que j'ai été avocate dans ma précédente carrière. J'ai été avocate d'abord au barreau de Paris, puis ensuite au barreau de Lyon. J'ai exercé pendant 10 ans. Et puis, bah, j'ai décidé d'arrêter et de changer de vie professionnelle. Ok, alors avant d'arriver à parler sur ce sujet-là, de quitter cette merveilleuse profession qu'est l'avocature, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui du coup? Aujourd'hui, je dirige une entreprise où on crée des accessoires de vélo pour les adultes ou pour les enfants. Et donc, ça s'adresse surtout à tous les cyclistes urbains. Ok. Qui s'appelle Susan et Suzette. Exactement. C'est une entreprise que j'ai créée du coup il y a 3 ans avec ma belle-sœur et amie Anne-Charlotte Périllon. Mm. Alors, dis-moi, Laetitia, qu'est-ce qui fait que une jeune femme comme toi, avec 10 ans d'exercice professionnel, passe de l'avocature à l'entrepreneuriat? Je pense que ça faisait déjà 2 ans en réalité que je m'épanouissais plus véritablement dans notre métier. J'ai toujours exercé le métier d'avocat avec beaucoup de passion depuis le début. Et notamment, ce qui m'animait, ce qui me faisait le plus vibrer dans notre profession, c'était de plaider. Voilà, c'était vraiment là où je me sentais vraiment vibrer, porter. Et en fait, ça, en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte à quel point on ne plaidait plus du tout de la même manière. Et je me suis sentie vraiment frustrée sur cet aspect-là. Notamment, bah, au regard des moyens en fait, qui sont ceux de la justice française aujourd'hui et qui nous permettent plus de plaider nos dossiers comme on l'aimerait avec le temps qu'on aimerait, y consacrer. Et puis, l'autre point aussi, c'est que je crois, que tout l'aspect contentieux, devenait assez lourd pour moi ça devenait lourd. C'est-à-dire que j'avais beau m'être formée au processus de droit collaboratif et essayer vraiment d'insuffler vraiment le plus possible des règlements voilà, à l'amiable dans mes dossiers. En fait, ce contentieux était toujours extrêmement présent et avec toujours des forces en présence qui faisaient que ça m'épuisait un petit peu aussi, je pense, émotionnellement. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel domaine d'activité, parce que tu parles de la plaidoirie, tout le fait que cet art oratoire puisse te porter, te faire vibrer. On a encore des sujets, enfin, on a encore des espaces où on plaide, notamment en matière pénale, mais je crois que c'était pas ta matière, en fait, toi. Non, 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 pas du tout. Moi, j'intervenais en fait dans 2 domaines, principaux, en droit médical et en droit de la famille. Hmm. Donc, je comprends que pour toi, à un moment donné, sur ces 10 ans, entre la transformation de la justice où on laisse peu de place à l'oralité dans ces matières-là dites civilistes, en fait, Mmh, pour ceux qui mmh, nous écoutent, ce sont toutes les matières qui touchent au droit civil, au droit des contrats, à la famille, au droit de la construction, enfin voilà, des aspects qui touchent le quotidien des gens. Euh, Plus peut-être aussi la- l'essoufflement euh, qui est lié à l'impact du conflit dans ta vie, en mmh. fait, toi, tout ça t'a amené à faire le choix à un moment donné d'arrêter. Ouais. Ouais. Et ça a été pourquoi tu n'as pas trouvé
Parce que tu dis que tu as fait beaucoup de formations, tu as fait des formations en négociation raisonnée, je crois, des formations en processus collaboratif. Je ne suis pas sûre que tu aies fait une formation sur la médiation, mais tu étais formée Non. aux techniques. Mm. Euh, et qu'est-ce qui a péché en fait? Pourquoi tout ça, à ton avis, hein, peut-être, n'est pas suffisant, n'a pas été suffisant? Tu l'as dit, l'impact émotionnel, le poids du contentieux, mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un regard qui te permet de tirer de trois leçons de cette expérience-là de vie? Qu'est-ce qui fait que tout ça, malgré tes formations, tu n'as pas réussi à continuer à faire ce travail-là? Je pense que, en fait, j'étais formée au processus de règlement amiable. J'étais formée au processus de règlement amiable, mais en fait, pour que ça puisse fonctionner, il faut que ça marche avec plusieurs personnes, en fait. Et Mm. en fait, moi, très rapidement, heu, je me suis sentie assez seule dans ce processus. Je pense que j'avais peut-être que j'avais aussi, je sais pas, une approche, un peu trop naïve. Mais en tout cas, pour pouvoir, réussir justement à résoudre un conflit d'une manière amiable, en fait, il faut être plusieurs. Il faut à la fois que les clients soient dans cette dynamique, à la fois que le confrère ou la consoeur en face le soit et hem et en fait, c'était très compliqué. Je vraiment, c'était très Oui, compliqué c'est de lourd. trouver cette dynamique-là. Mm. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un système qui fait qu'aujourd'hui, le système judiciaire est ce qu'il est aujourd'hui avec des moyens qui sont vraiment pour moi, vraiment insuffisants et ça crée encore plus de tensions, en fait. Ça crée Mm. des tensions encore plus, chez le client qui vraiment, se sent, qui est vraiment un système qui répond pas à ses besoins et ça je trouve que ça ajoute aussi des tensions entre les confrères, aussi. Et tout ça fait que, on doit résoudre des conflits, dans un système, qui crée encore plus de tensions entre toutes les parties intervenantes. Et là, moi, en tout cas, j'ai vraiment eu le sentiment que j'allais pas y arriver, quoi. Je et qu'en fait non, mais ouais, je me suis un peu sentie, et il y a un moment donné aussi, alors même si, j'ai exercé, que 10 ans et que d'autres confrères, consoeurs qui nous écoutent exercent depuis bien plus, le conflit, je le trouve ouais, je trouve que c'est épuisant, bien qu'évidemment, il faut garder de la distance avec ces dossiers, il y a un moment donné où c'est vraiment épuisant émotionnellement, Mm. et je crois que, ouais, j'avais besoin Je crois que d'apaisement. les chiffres sur les dernières statistiques qui ont été faites dans notre profession, où il y a plus de 50% d'avocats qui sont touchés par le burn-out ou qui sont en situation de surstress, montrent peut-être qu'il y a un Oui. problème. Eh oui, clairement, il y a un problème et puis il y a aussi, évidemment le contexte économique, qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui crée là aussi encore plus, de tensions, enfin, c'est donc voilà, il y a tout ça qui fait que c'est compliqué de rester, serein, je trouve, dans en tout cas, moi, je me sentais et puis effectivement, en plus, moi, j'ai pris cette décision aussi pendant la période covid, hein. Je pense comme beaucoup de personnes qui se sont posées à ce moment-là, qui ont fait pause et qui ont réfléchi un petit peu à est-ce que ça avait du sens pour eux ou pas et qui ont pu changer de vie professionnelle. Moi, c'est aussi à ce moment-là que j'ai décidé, d'arrêter le métier et de faire toute autre chose. Oui, c'est une question que j'allais te poser, c'était quel a été l'élément déclencheur? Parce que parfois, ben voilà, il y a des enjeux économiques, s'arrêter comme ça, c'est pas, on va en parler, c'est sûrement pas évident. Et je me disais qu'il y avait peut-être eu un dossier ou un élément déclencheur. Pour toi, ça a été le Covid, la période du Covid. Ouais, ça a été la période du covid parce que en fait, bah, le reste du temps, on est tellement à courir après le temps en permanence, à essayer d'avoir on n'a toujours jamais assez d'heures, pour faire tout ce qu'on doit faire, que tu n'as pas le temps de te poser, et de réfléchir et de prendre un tout petit peu de hauteur, sur ta vie professionnelle, de l'analyser. Enfin, c'est pas le samedi ou le dimanche que tu vas faire ça, enfin, ça nécessite beaucoup plus
Et avec la période du Covid, et ben, en fait, avec la période du Covid, vu que j'exerçais en droit de la famille, moi j'ai mon téléphone portable qui arrêtait pas de sonner avec du coup des couples qui se retrouvaient ben, enfermés chez eux avec les enfants qui pouvaient être au milieu, etc. Et donc, je me suis retrouvée confrontée à ça avec un téléphone qui sonnait tout le temps en entendant ces tensions qui étaient exacerbées par cette situation-là. Et où moi-même, eh ben, j'étais enfermée chez moi avec mes enfants. Voilà. Et donc, en fait, tout ça faisait que j'ai fait vraiment, j'ai saturé à ce moment-là. Ouais. Et Je sens comme un rejet. ouais, c'est exactement ça. Là, j'ai vraiment rejet. Rejet. Et donc, voilà. Et déjà, comme je te disais, ça faisait déjà 2 ans. euh, Que voilà, tu te ça faisait déjà questionnais. 2 ans où je commençais à vraiment à prendre moins de plaisir. Mais ouais, le Covid, ça a été un peu l'élément déclencheur. Ouais. Ouais, ok. C'est vrai que pour beaucoup de gens, et il faut savoir que là, aujourd'hui, on a quand même des perditions, hein. Chaque année, il y a plus de 30, plus de 30 une trentaine d'avocats qui partent de la Mm. profession. Au bout de 5 ans, on n'a pas encore les statistiques, mais à partir de 5 ans, il y a vraiment un changement et un cap qui amène à ce que beaucoup de confrères et surtout de consoeurs quittent cette profession. Le barreau réfléchissant beaucoup sur ces questions, essayant d'analyser les causes pour essayer de mieux accompagner, puisque, comme tu le dis, il y a beaucoup d'isolement, en fait. Tu te sens vraiment seul. Et je comprends, en fait, qu'à un moment donné pour toi, c'est comme s'il y avait une fracture entre ce que tu es Mm. et là où tu es. Mm. Exactement. Et que du coup, bah, ça ne fonctionne plus et c'est tellement énorme, tellement complexe et tellement violent que tu as dit, bon, bah, non, game over, moi je vais faire autre chose. Oui, puis il y a quelque chose que tu as dit aussi qui est très intéressant, c'est que il y a aussi le fait d'être femme dans ce métier. Et ça, c'est vraiment pas aussi à écarter. Et tant mieux si le barreau s'en saisit, mais il y a énormément de sujets à travailler là-dessus. Je trouve que le métier d'avocat est déjà très éprouvant émotionnellement sur tous les aspects dont on a pu parler. Mais quand tu es une femme avocate, vraiment, il y a aussi des difficultés supplémentaires qui, pour moi, sont indéniables. Mm. Franchement, moi, je pense que ça aussi, ça rajoute en fait sur l'épuisement professionnel. Euh, Enfin, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, la veille d'accoucher, j'étais à mon cabinet en ayant des contractions, en faisant des photocopies. Oui, Pour je m'en avoir rappelle. Tu t'en rappelles. Bon, voilà. Et puis bon, le congé maternité, enfin, voilà. Et l'autre chose, alors là, c'est beaucoup plus personnel, mais je le livre quand même parce que je pense que c'est un vrai sujet dont j'aimerais beaucoup que les différents barreaux de France s'en saisissent. Moi, pour avoir mon premier enfant, j'étais en parcours PMA. Franchement, c'était, mais heureusement que j'avais mon mari pour pouvoir faire ce parcours PMA. C'était la mission impossible de Impossible. gérer un cabinet en ayant un parcours PM à côté. Donc, il y a tout ça aussi qui fait qu'à un Ouais. moment donné, ça t'épuise, tu t'arrives vraiment dans tes retranchements, quoi. Donc, Mm. oui, en ayant accumulé ça avant le Covid, bah oui, à ce moment-là, je me suis posée avec le Covid et il y a tout ça qui fait que tu te sens complètement dépassé, quoi. Et je me Mm. sentais plus du tout en phase, voilà. Ouais. C'est vraiment le mot fracture, c'est-à-dire qu'il y Ouais, a, à un moment donné, tu te dis non, mais en fait, c'est pas pour moi. Ça ne va pas et je suis pas. C'est le système là dans lequel je suis, ça ne convient pas. ouais, ça n'a plus de sens en Ça n'a plus de fait. sens. Ouais. Exactement. Mm. Alors, du coup, comment s'est fait ce transfert, cette omission, ce passage entre les deux, c'est-à-dire quitter la profession et rentrer dans un nouveau projet? Est-ce que Mhm. déjà tu avais un projet? Est-ce que tu l'avais travaillé? Comment ça s'est passé? En fait, ça a été très très vite. Ce qui m'amène à penser du coup à quel point j'étais vraiment prête à quitter la profession pour que je fasse une transition aussi rapide.
En fait, je crois que j'ai arrêté la profession en décembre, il y a 3 ans et je m'étais dit d'ailleurs avant d'arrêter, je m'étais dit: «Allez, pour une fois, je vais prendre 3 mois pour moi, pour, me recentrer sur moi-même, faire des choses pour moi, réfléchir vraiment à la direction la direction que je veux suivre et cetera». Bon, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça puisque je suis incapable de prendre, 3 mois pour moi. Je pense que ça aurait été bien de le faire pour le coup, parce que le métier d'avocat est un métier tellement prenant, qu'en fait je pense que psychologiquement, c'est quand même important, pour une transition, on tourne une page et en fait, avant d'ouvrir une autre, moi, je pense que je suis allée trop vite. C'est-à-dire que j'ai arrêté en décembre, le 15 janvier, j'étais en train de rédiger les statuts de ma nouvelle société. Voilà. Ah oui. Donc et franchement, quand j'y repense, c'était beaucoup trop rapide. Mmh. Et du coup, je pense que ça a participé au fait que j'ai pu aussi avoir un manque de confiance au départ. Parce qu'en fait, je m'aventurais dans un domaine, que je ne connaissais absolument pas. Je crée pour la première fois une entreprise commerciale. Enfin bon, c'était, franchement, quand je disais à mes confrères, consoeurs: «J'arrête le métier, pour vendre des manchons de vélo», là, tout le monde me regardait avec des yeux, «Non mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire?» Gros craquage, bah oui. Voilà, non mais c'est la réalité. Mais, donc en Bah fait, oui, parce que t'es pas beaucoup, alors peut-être pas dans notre domaine, mais ça n'est pas du tout une dénigrance que je vais dire, mais on est je vais être sur un cliché, t'as pas quitté la profession pour faire des cookies et monter un magasin de cookies, quoi, tu vois. mmh, ouais. C'est des accessoires de vélo. Ouais, Donc, non, non, mais c'est ça et du coup, non, mais moi-même, hein, enfin, moi-même, franchement, je me suis posé la question plusieurs fois en disant: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire?» Enfin, c'est, et j'ai vu, hein, des réactions, pour certaines personnes dans mon entourage, de confrères ou de consoeurs qui trouvaient ça limite amusant en se disant, mais mais voilà. Et en tout cas, voilà, j'arrête le en décembre, en mi-janvier, je commence à rédiger les statuts de la société. La société se crée, enfin je dépose les statuts, et la société est créée officiellement, le 2 avril. Donc ok. c'est allé assez Et vite. dans cette transition, est-ce que tu as été accompagnée par le barreau? Quelles ont été les épreuves? Est-ce que il y a, est-ce que tu aurais un process à donner pour passer cette transition pour toi qui a été extrêmement rapide, mais qui est liée à ta situation, ta situation de vie et tes projets. Mais est-ce que comment ça se passe très concrètement en fait? Je pense que, alors j'ai pas été accompagnée, par le barreau pour répondre, clairement à ta question, et je pense que, a posteriori, ce qui m'aurait été, vraiment bénéfique, ça aurait été de pouvoir avoir cette transition en parlant et donc c'est pour ça d'ailleurs que je parle avec toi aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé avoir des expériences, d'anciens Mm. confrères, et d'anciennes consoeurs qui auraient arrêté la profession pour faire toute autre chose. Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme je te disais, quand j'ai arrêté le métier d'avocat où j'étais dans une zone de confort, ça faisait 10 ans que j'exerçais ce métier, je me sentais, enfin à l'aise, Oui. dans l'exercice de ma profession, enfin, et je suis passée dans un univers complètement différent et en fait, tu vois, j'ai quand même mis 1 an pour, réussir à dire que j'étais chef de mon entreprise. Mm. Je n'arrivais pas, enfin, j'ai quand même mis 1 an pour dire: «Bah, oui, parce que en fait, je l'ai appris après, mais c'est en fait le syndrome de l'imposteur. C'est que Mm. du coup, et ben, tu es dans un univers, qui est tellement différent que tu es complètement déstabilisé, tu as plus tes repères et donc tu as un manque de confiance en toi
Et pourtant, nous, notre entreprise a pris très rapidement. Oui, On a officiellement, oui, c'est ça, créé notre entreprise en avril. Un mois après, nos manchons de vélo étaient revendus dans des Décathlon, dans des Monoprix. oui, ça Donc, c'est. enfin, je veux dire, tous les feux étaient ouverts pour que je puisse me dire, ah, c'est super ce que je suis en train de faire, j'ai raison de le faire. Et non. Et en fait, à chaque fois qu'on avait des victoires comme ça, je me disais, ah, franchement, on a eu de la chance Hmm. parce que je me sentais pas compétente. Alors que si j'avais pu discuter avec des anciens confrères et consoeurs qui ont fait tout autre chose, mais sans, pas nécessairement que ce soit une entreprise commerciale, et ben je pense que je me serais sentie un peu moins seule dans cette aventure et que du coup, ça m'aurait donné confiance en moi et ça aurait pu me dire, bah oui, en fait, on peut faire autre chose et on peut commencer de zéro. Enfin, puisque moi, Hmm. évidemment, du jour au lendemain, j'ai dû bah, avoir la casquette d'agent commercial, gérer des ateliers de couture, trouver des matières de tissu, etc. J'ai aucun réseau dans le textile ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai dû tout apprendre par moi-même et ça, c'est vrai que je pense que ça m'aurait aidé. Hmm. Donc, il y a eu un échange et un partage d'expériences. Mm. Et est-ce que tu aurais, si tu avais un conseil à donner, est-ce que un type, un bilan de compétences, un coaching, est-ce qu'un accompagnement de ce type-là pourrait être utile, à ton avis, pour passer ces transitions-là? Ouais, Euh, je pense qu'un coaching aurait été vraiment ouais, je pense que le coaching, c'est quelque chose qui aurait été parfaitement adapté, en tout cas, à ma mm, situation, mm, pour justement me, me poser les questions de où est-ce que je veux aller, quels sont mes besoins si j'ai mm. arrêté cette profession, pourquoi, quels sont mes besoins personnels, où est-ce que je ne veux pas aller, et définir comme ça Une ta autre ligne de route. orientation. Mm, Ouais, et puis justement, tous ces doutes, n'importe quel, en fait, de ce que je découvre, hein, c'est qu'en fait, quand tu crées une entreprise, tout le monde va avoir des doutes, tout le monde va avoir des peurs, des craintes, etc. Et c'est normal. Je veux dire, la personne qui crée une entreprise en disant, bon, moi, ça va cartonner, en n'ayant jamais de doute, a priori, c'est qu'il y a quand même mm. un petit problème, quoi. C'est bon, donc tout le monde est emprunt à des doutes, à des craintes, à des angoisses. Et donc, un coaching, quand tu as une personne extérieure, parce que évidemment que moi, je parlais de mes craintes, etc., mon entourage, mais c'est des Mm, personnes qui te connaissent et c'est des mm, personnes qui ne sont pas objectives, mm. même si elles veulent t'aider, elles ne t'aideront jamais aussi bien qu'une personne extérieure. Et donc, vraiment, un coaching, je pense que ça aurait été, ouais, ça aurait été quelque chose, je pense que ça aurait été vraiment quelque chose de très bénéfique pour moi. Mm. Mm. Parce que en t'écoutant, je me dis que en fait, le rejet, parce qu'on va vraiment le exprimer comme ça, le rejet de là où tu étais et t'a amené très rapidement à t'investir dans un autre projet. Bon, après, c'est des questions de Mm. personnalité aussi, hein, tu Mm. vois. Il y a des questions de moment, de personnalité, mais tu avais un projet. Il y avait déjà un projet où on est venu te chercher. Parce que moi, si j'arrête demain ma profession, bon, moi j'ai des projets. Mais il y a certaines personnes qui parfois n'en ont pas du tout. Enfin, ils ne savent pas quoi faire du tout, en fait. Ah oui, bien sûr. Et surtout que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement courant dans notre profession parce qu'on est tellement enfermé dans le droit, dans dans une profession qui est quand même, qui a ses propres codes, qui tu vois, enfin, on est on est dans un espèce pas de cocon, mais Ouais, voilà, la j'aurais dit profession carcan, mais d'avocat. Comment? Tu dirais carcan. quoi? Oui, non, mais tu vois, on est une profession avec ses propres codes, enfin, qui est très singulière. Et Mm, donc, du coup, je pense que effectivement, quand tu as une personne qui sent, quand tu as une consoeur ou un confrère qui sent qui n'est plus bien dans cette profession, qui ne s'épanouit plus, et ben, je pense que c'est très dur de quitter cette profession aussi. C'est extrêmement dur. Enfin, évidemment que je fais que la profession d'avocat, mais je me demande si c'est pas plus dur, tu vois, que d'autres professions qui sont mm, beaucoup moins normées, où tu te sens beaucoup moins à part. bien Enfin, sûr. tu vois, et ça aussi, c'est que tu vois,
quand on a fait nos études de droit et qu'ensuite on devient avocat, on a l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre. Mm. Tu vois, que la seule alternative qui s'offre à nous, c'est d'être juriste. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on entend le plus, tu vois, c'est que je sais pas, enfin, mais pourquoi faire? Et oui, J'en peux plus, ça, oui, je trouve je ne plus de sais faire sens. que du droit, du coup, je vais être juriste. Mais non, moi, vraiment, quand j'ai décidé d'arrêter la profession, c'est stop, c'était stop la profession, stop le droit. Alors, il y en a d'autres qui sont très épanouis en étant juriste, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a quand même ce truc de se dire, je peux, enfin, comme si vraiment on enlevait tout un champ des possibles énorme. Et donc, je pense que ça, tu vois, typiquement, faire des bilans de compétences pour savoir justement ce qu'on peut faire Mm. et qu'on n'est pas juste formaté à faire du droit et qu'on peut faire plein de choses. Enfin, bien sûr que moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai l'impression que je découvrais tout, j'ai dû tout apprendre par moi-même. Aujourd'hui, je suis en charge de la communication de l'entreprise. Je ne savais pas ce que c'était Instagram il y a 3 ans. Non, mais tu Oui, vois? d'autant que je me souviens que tu n'étais pas très, très, très Ah, réseaux sociaux. mais pas du tout, j'étais pas du tout réseaux sociaux et aujourd'hui, c'est moi qui gère les réseaux sociaux de notre entreprise, tu vois? Donc en fait, tout est possible, en fait. On peut vraiment, en fait, on peut faire ce qu'on veut en Oui, réalité. Le tout, je pense, le b.a.-ba, le plus important, la première étape, c'est déjà d'essayer de se comprendre soi-même. oui. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Et une fois que tu es en phase avec toi-même, et après, il y aura toujours des interrogations, hein. Enfin, je veux dire, Oui. on apprend à se connaître soi-même toute sa vie, mais en tout cas, une fois que tu as ce socle-là, euh, tu peux tout apprendre. Mm. Tu peux tout apprendre. Ouais, Euh, le champ est ouvert. Et ouais, comme le fait, par exemple, de se dire, mais comment je vais faire avec mes clients? Tu vois, oui, ça doit être des questions qui doivent être, c'est abyssal, tu vois, c'est-à-dire, ok, j'en peux plus, j'ai plus de sens, il faut que j'arrête, et en même temps, pourquoi faire? Et puis, je me sens seule, et puis il y a des questions économiques et tout, et puis il y a, et comment je vais faire avec mes clients? Ils sont, eux, dans une situation déjà tellement difficile pour eux, là, comme si je vais les abandonner, je suppose que ce sont des questions que tu t'es posées quand même à un ah moment oui, c'est donné. hyper dur. C'est hyper dur. En fait, ça soulève deux choses. C'est que la première, c'est que du coup, c'est d'autant plus compliqué pour des consoeurs ou des confrères de quitter la profession et de faire autre chose si tu es seul financièrement. Tu vois. Et donc, en fait, là-dessus, il faudrait vraiment mettre en place quelque chose. Parce que moi, je n'ai pu le faire que parce que, et ça m'embêtait quand même, hein, mes convictions en ont pris un coup, mais je n'ai pu faire ce que j'ai fait que parce que j'avais aussi un mari qui avait son salaire. Eh oui. Bah oui, et en fait, ça, c'est une réalité. Donc, tous les confrères ou consoeurs qui ont les seuls revenus Oui. du foyer. Et en Euh, plus, qui sont peut-être mamans, femmes isolées, enfin, tu Exactement. vois, Ben ça, en fait, sauf à ce que tu aies des sous de côté, etc. Non, mais tu vois, donc ça, c'est Mm. aussi un, un vrai frein, quoi. Mm. Et après, effectivement, moi, quand j'ai dû dire à mes clients que j'arrêtais la profession, etc., ouais, c'était super dur. Je culpabilisais, j'avais l'impression de les abandonner. C'était horrible, mais il y a un moment donné où, en fait, enfin, je veux dire, il faut aussi penser à soi. Et Ouais. puis, en fait, si tu n'es plus en phase avec toi-même, si tu n'es pas épanoui, euh, tu feras pas. Un bon travail Ben non, d'accompagnement, tu peux pas être à la bonne place pour eux. non, Et, c'est ça. Surtout, tu vois, en droit de la famille, tu vois, où il y a un aspect très psychologique, ou en droit médical, quand j'étais oui, côté bien sûr. patient, en fait, si toi-même, t'es pas un peu solide, c'est compliqué sur l'aspect psychologique aussi d'aider tes clients, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc, en gros, si on listait deux, trois conseils, se faire accompagner, Mm. un bilan de compétences, et après, dans la transition, sur un coaching pour retrouver sa place. Et puis, peut-être pour le barreau, de repenser
des sujets autour de l'accompagnement à la transition sur un plan financier, parce que bon, il faudrait quand même le dire, c'est que nous n'avons pas de chômage Ah oui, non. Ah et bah moi, je que n'ai c'est le absolument rien. RSA. Comment? Et que c'est le RSA. Et que c'est le RSA, et que, ah oui, oui, non, mais moi, je n'ai rien gagné. J'avais 0 € à la fin du mois, pendant, Oui, 2 ans. et Voilà. que, bon, en plus, ça dépend de quelle structure tu avais auparavant, mais la cession de clientèle, ça n'existe pas. Non, mais ça n'existe plus. Ça, c'était avant, je Alors, sauf pense, si tu es associé dans un très gros cabinet non, mais d'affaires, mais aujourd'hui, aujourd'hui, non, pour ça, enfin, 70% de notre profession, non. Ouais, ça je pense qu'il n'existe faut. pas. Mmh. Voilà, donc, Non, mais donc il y a cette vraie réalité financière, qui est un frein, hein, qui est oui. clairement un frein, Mm. et c'est dommage, quoi. Ouais, C'est c'est dommage. dommage de continuer un métier qui nous correspond plus parce que financièrement, on se sent, prisonnier, quoi. On est coincé, on est Mmh. prisonnier. Mm. Mmh. Alors, ces sujets-là touchent autant les transitions en plein parcours de vie que les départs à la retraite, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a un moment donné aussi, c'est pour avoir discuté avec certains confrères qui sont proches de la retraite, c'est vraiment des sujets qui sont de préoccupation. Il y a Donc, une autre chose qui est important aussi, c'est que par rapport à ce que tu disais sur les clients, du jour au lendemain, tu dis que, bah, du coup, enfin, pas du jour au lendemain justement, mais tu dis en tout cas que tu vas arrêter, ta profession, dans quelques mois et cetera. Et bah, il y a toute la question aussi de la transmission du dossier, tu oui. vois? Donc ça aussi, c'est quelque chose à penser, Mm. parce que, oui, effectivement, tu as des copains, copines, consoeurs, confrères, mais enfin bon, tu vas pas leur demander, parce qu'ils sont sympas et que, c'est tes Oui. copains, de prendre du jour au lendemain, 30 dossiers. Enfin, Oui. tu vois? J Qui sont pas forcément facturables en Bien plus. sûr, mais non, mais complètement. Voilà. Donc ça, il Et y donc, a toi, non seulement tu as la transition bah, du jour où tu vas dire, c'est que tu dis à tes clients que tu vas arrêter, bah, tu vas pas plus prendre de dossier. mmh, Donc, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui va diminuer, 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 diminuer. mmh, Et la transmission de la clientèle va être complexe. Ça peut être source de tension parce que tu as des clients qui, je ne sais pas si tu l'as vécu, mais peut-être que tu as j'imagine que certains clients peuvent se sentir vraiment tellement abandonnés que ça peut créer beaucoup d'insécurité et du coup beaucoup de tension avec l'avocat. Donc, je ne sais pas si tu moi, l'as je l'ai pas eu. rencontré, ça. Je l'ai pas eu. J'ai eu Et des clients qui étaient, bah, évidemment très déçus, mais bon, à un moment donné, enfin, c'est comme ça, quoi. ouais. Enfin, donc non, non, j'ai eu des clients très Heureusement. déçus, c'est sûr, et donc forcément, ça te touche Mm. et Donc, une transition pour toi qui a été plutôt légère parce que particulièrement bien assumée et surtout bien au clair sur le fait que c'était juste plus possible et avec un projet qui t'a porté et qui t'a du coup amené alors un an après, de ce que j'ai compris, à porter cette casquette de chef d'entreprise dans l'entrepreneuriat, d'une belle société qui a en plus a une dimension humaine. Est-ce que tu oui. peux nous en parler un peu quand même? Et bah, oui, en fait, justement, ce que j'ai cherché dans le métier d'avocat et ce pourquoi j'ai été avocate pendant 10 ans, je voulais pas le perdre, en fait. C'est ce qui m'avait animée et cetera. Donc, j'ai décidé d'embrasser la profession d'avocate pour avant tout l'aspect humain, l'accompagnement justement de mes clients et cetera. Donc le côté humain, c'était quelque chose de très important. Et donc, on a décidé, de créer du coup nos accessoires de vélo, mais de faire, une fabrication intégralement solidaire. Donc et ça c'est ce qui fait que du coup l'aventure Suzon et Suzette est hyper riche, humainement. Du coup, tous nos accessoires de vélo et ben, sont fabriqués dans 3 ateliers de couture, en France par, soit des personnes en situation de handicap, un autre atelier, c'est une association d'insertion professionnelle, essentiellement pour des femmes, et un troisième atelier, c'est aussi un atelier d'insertion professionnelle, voilà, pour des personnes qui sont plutôt en fin de carrière et pour qui c'est compliqué, bah, de trouver un emploi. Et voilà, et donc ça, c'est vraiment, on est hyper contente avec Anne-Charlotte,
d'avoir réussi ça. C'était clairement un gros challenge, hein, on va pas se Oui, parce mentir. que je crois que vous n'avez pas eu de subvention ni rien du tout. Enfin, Ah c'est, non, 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 on n'a absolument rien, on n'a absolument rien du tout, mais et c'est clair que c'est un défi supplémentaire, hein. C'est beaucoup plus simple de faire oui. une fabrication industrielle que de l'artisanat français par des personnes, tu vois, en situation de handicap, ou voilà. Mais on est hyper contente et c'est ce qui fait que du coup, tu vois, le côté humain qui était vraiment important pour moi dans le métier d'avocat, et ben, je l'ai fait différemment dans mon nouveau métier aujourd'hui. Et alors du coup, si on fait un petit rétro, on se met dans le rétro, de quoi tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fière? Euh, et ben, d'avoir eu le courage de dire stop, D'avoir eu le courage de dire stop. je crois, ouais. Et sur ton activité aujourd'hui? Et sur mon activité aujourd'hui, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir, dès le départ, avec Anne-Charlotte, mis sur la table nos valeurs et les valeurs pour lesquelles on ne transigerait jamais. Donc, fabrication française, fabrication solidaire, et d'avoir toujours été fidèle à ça. Malgré des propositions qu'on a pu nous faire, malgré la Mm. facilité, malgré le fait que, évidemment, si je fabriquais en Chine, bah, je serais beaucoup plus riche. Mais tu vois, là, non, mais c'est un fait. Mais ça, j'en suis fière. Je suis fière et je suis fière en fait que aujourd'hui, après 3 ans, Susan et Suzette a vraiment pris une place sur le marché du vélo. On commence vraiment à être connus, à avoir une notoriété. Alors que mes concurrents, et bah, fabriquent justement, la plupart, font de la fabrication à des milliers de kilomètres et cetera. Donc en fait, je suis fière de me dire que, on peut être une entreprise engagée et réussir à s'imposer sur un marché. Voilà. Mm. C'est pas facile, hein, clairement, mais ça, c'est ce dont je suis le plus fière, c'est le message que tu vois, qu'on porte avec Anne-Charlotte. Et je suis hyper Ouais, et fière que de vous me le dire, en portez, fait, tu peux être engagé et ça peut marcher. Tu ouais, et vois? puis vous le Tu portez peux si joliment. Moi, j'adore votre communication, j'adore le peps et l'énergie, les couleurs, l'engagement. C'est ce qui transpire dans tout ce que vous faites et la manière dont vous le communiquez. Donc, c'est vraiment chouette et moi, ça me parle beaucoup, bien évidemment. Donc super, génial, bravo. C'est quoi les prochains challenges pour toi? Les prochains challenges, ah bah, c'est de continuer à se développer comme on le fait, de pouvoir, recruter, de pouvoir, on a le rêve un jour, d'avoir notre propre atelier de couture, enfin, tu sais, il y a plein de choses, possibles, hein, Mm. voilà, en tout cas, de continuer aujourd'hui, nous, à nous éclater, à créer des accessoires, de vélo dont on a besoin, ou pour nous, pour les enfants, et comme je te dis, de rester vraiment fidèle à nos valeurs, quoi. Mm. Mm. Alors peut-être que prochainement, on aura un joli partenariat sur l'acquisition de manchons ou d'accroche-jupes dont il va falloir vraiment que je m'équipe parce que franchement, c'est pénible. Et avec, pourquoi pas, C'est une... vrai que je pourrais faire une vidéo de mon attache jupette avec la robe d'avocat. Tiens, j'ai Ah pas bah pensé ouais, ça comme vidéo je sais pas si tu communication. pourrais, moi je pourrais, parce que tu faudrait pas qu'on vienne te chercher sur le port Eh illégal de oui, la robe. moi, elle a pris la Moi, je poussière, pourrais, là, si un tu peu veux, depuis 3 ans. où on se fait toute une tripotée de nanas, d'avocates, tu sais, avec Voilà, toutes nos robes et nos accroches jupettes. Et puis, on fait une exactement. belle promotion pour la protection de l'enfance. Tiens, ça serait peut-être pas mal, tu vois, quand Ouais, même, si on fait exactement. Je vais on s- t'embaucher en communication, je pense. Écoute, on va se faire ce challenge-là, essayer d'un peu remuer cette profession et puis les engager sur ces sujets autour du passage, d'un Mm. côté comme de l'autre. On a bientôt d'ailleurs un très joli colloque qui va être organisé à Lyon, auquel j'espère que tu pourras vraiment être présente pour faire partager ton expérience. Bien sûr. Et je te remercie pour ton temps. C'était un très bel échange. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures alors. Merci beaucoup, À Cécile. bientôt.